Bonjour, c'est encore moi, Camille. Aujourd'hui, point de botte de postillon, de télégraphe ou de claquoir. Je viens à l'instant de croiser Magali, conférencière au musée de la Poste. Et elle m'a parlé d'un objet tout à fait ordinaire. Vous le connaissez forcément. Vous ne faites pas toujours attention à lui, mais il fait pourtant partie de votre quotidien. Allez, essayez donc de deviner. Vous le croisez sans doute tous les jours, très souvent au coin des rues, mais ne la regardez que lorsque vous devez lui confier vos informations personnelles et vos secrets. Il, ou plutôt elle, est généralement installé dans les rues, bien en évidence, visible de loin et accessible à tous. Si certains la méprisent et la maltraitent, d'autres la choisissent comme support ou objet d'expression artistique. Alors, vous l'avez, non ? Allez, un dernier indice, elle est de couleur jaune. Eh oui, il s'agit bien de la boîte aux lettres. Et je vais donc vous livrer tout ce que Magali m'en a dit. Aujourd'hui, la célèbre boîte jaune est si familière qu'on y prête attention seulement lorsque l'on a besoin d'elle. Elle fait tellement partie du décor de nos rues qu'on passe bien souvent à côté sans la voir. Elle est pourtant le point de départ d'un formidable voyage, celui de la lettre de l'expéditeur à son destinataire. Derrière ce geste ordinaire se cache la grande machinerie de la communication, mais aussi l'histoire d'une révolution. Et oui, la boîte aux lettres nous réserve bien des mystères. Glisser son courrier dans la boîte est aujourd'hui un geste anodin, mais à l'origine des boîtes aux lettres, cette pratique était loin d'être innocente. Au XVIe siècle, à Florence, en Italie, étaient installées sur les murs des églises des boîtes en bois, appelées tamburi. On venait y glisser des petits mots anonymes visant à dénoncer les comportements inadaptés de ses voisins et les actes de trahison à l'État. Ces dénonciations anonymes étaient récupérées par des membres du gouvernement qui détenaient la clé de la boîte pour se débarrasser des opposants. L'usage bien plus noble que l'on en fait aujourd'hui remonte au XVIIe siècle. À cette époque, on expérimente un service de distribution de lettres dans la capitale et on installe au coin des rues de modestes boîtes en bois pour recevoir les lettres de Parisiens destinées à d'autres Parisiens. Mais c'est un échec cuisant. D'abord parce que les rares personnes lettrées ont gardé l'habitude de faire porter ou récupérer leur courrier directement au bureau de poste par un domestique. Mais aussi parce que les lettres à l'intérieur des boîtes sont régulièrement la proie de terribles prédateurs, des souris, dévoreuses de papier, qui parviennent à se faufiler jusque-là ou parfois glisser intentionnellement par malveillance. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour assister au développement des boîtes aux lettres dans les villes grâce à la célèbre Petite Poste de Paris. Rappelez-vous, nous avons déjà évoqué ce premier service de distribution intramuros, créé à Paris par M. Claude Humbert Piaron de Chamousset en 1758. Le principe est le même qu'au siècle précédent, mais cette fois-ci, le volume de lettres à traiter est tout autre. Le facteur qui parcourt les rues de la ville pour distribuer le courrier des habitants a également pour mission de récupérer et ramener au bureau de poste le contenu des boîtes. C'est ce que l'on appelle la levée. Il exécute au minimum 3 tournées par jour, et donc, par la même occasion, 3 levées de courrier par jour, rendant ainsi difficiles les actes de malveillance à l'encontre des boîtes. À Paris, en 1889, le facteur pouvait faire jusqu'à 10 levées dans la journée. De plus, les usagers commencent à apprécier ces boîtes installées ici et là. Elles sont pratiques, mais surtout, elles constituent un gage supplémentaire de confidentialité. Le succès est tel qu'en 1780, on compte 500 boîtes réparties dans les grandes villes du royaume. Mais vous allez me dire, et les villages alors ? Eh bien, le métier de facteur fait son apparition dans les campagnes en 1830 seulement. Et qui dit facteur dit enfin boîte aux lettres. Ainsi,
À la fin du XIXe siècle, le nombre de boîtes aux lettres sur le territoire français s'élève à 50 000, à raison d'une seule boîte par commune et bien plus pour les villes. Dans les petites communes, les boîtes étaient autrefois en bois et adossées aux murs des églises, des écoles ou à des arbres, et pouvaient parfois se limiter à une simple ouverture dans le mur de l'épicerie du village. À la fin du XIXe siècle, les boîtes aux lettres, aussi bien rurales qu'urbaines, se modernisent. Elles sont désormais faites en fonte, matériaux lourds et résistants aux intempéries et aux actes de vandalisme. Les boîtes sont montées sur des hautes et minces colonnes ou prennent la forme de bornes. Mais cela n'empêche pas les petits malins d'y glisser des crapauds ou autres bêtes, faisant de la levée du facteur un véritable spectacle. C'est en 1899 qu'est créée l'une des premières, la fameuse moujotte. Elle tient son nom du sous-secrétaire d'État au ministère des Paix et T, Léon Mougeot, qui en est à l'initiative. Cette nouvelle boîte a un style classique, orné d'un toit pyramidal, recouvert d'écailles, surmonté d'une pomme de pin et de couleur vert-bronze d'abord, puis bleu. Elle présente aussi pour la première fois des cadrans indiquant les heures de levée du courrier, que le facteur modifie à chaque passage. Mais la moujotte est surtout restée dans les mémoires comme la première boîte dite particulière. Mais qu'est-ce qu'une boîte particulière ? Pour comprendre, revenons un petit peu en arrière. Le succès des boîtes au XIXe siècle est tel que l'on demande de plus en plus à l'administration d'en installer de nouvelles. Mais cela coûte cher, 15 francs par boîte. Alors, la Poste en propose d'abord la vente aux communes qui payent les frais d'installation. C'est la naissance des boîtes supplémentaires. Après les communes, vient le temps des commerçants et particuliers qui peuvent, dès 1899, faire l'acquisition d'une boîte dite particulière, la fameuse moujotte, à installer devant sa porte, s'épargnant ainsi les voyages aux boîtes aux lettres ordinaires de rue. Le facteur récupère alors le contenu de ces boîtes, comme pour les boîtes ordinaires lors de sa tournée. D'autres boîtes n'ont pas eu autant de succès. En 1908, le successeur de Mougeot, Julien Simian, donne à son tour son nom à la petite nouvelle, la Simianette, que l'on installe à la sortie des bouches du métro parisien. De forme similaire à la moujotte, la Simianette est plus ornementale. Elle est décorée d'un beau et fier coq gaulois. Mais au fil du temps, on penche vers des boîtes beaucoup moins ornées, plus sobres et plus géométriques. Quant aux matériaux, on remplace la fonte par de la tôle, beaucoup moins chère. En 1950, le ministère des PTT confie la fabrication des boîtes aux lettres à l'entreprise Dejoie, installée à Nantes. Cette fonderie s'est spécialisée après la Seconde Guerre mondiale dans la fabrication de pièces en aluminium. Ce matériau est très moderne, plus léger et plus résistant que la fonte ou la tôle. Il est idéal pour les nouvelles boîtes aux lettres commandées par l'administration française. La nouvelle boîte, qui sera appelée donc la Dejoie, devient l'emblématique boîte aux lettres de la Poste. Vous l'avez peut-être déjà vue. Elle est encore présente dans de nombreuses communes. Ligne droite, le toit pyramidal aplati, elle est ornée en partie haute du sigle RF pour République française pour les premiers modèles. Elle est d'abord de couleur bleu foncé, la couleur de l'administration postale, à liseré jaune, puis jaune à liseré bleu pour être identifiable de loin. Et enfin, entièrement jaune, car les liserés sont trop compliqués à entretenir. Voilà que le jaune fait son apparition et deviendra en 1962 la couleur officielle des boîtes aux lettres et la couleur postale par excellence en France. Les petites dernières sont aussi nées à Nantes, mais leur profil est plus doux et les angles sont arrondis. Bien entendu, l'histoire a connu bien d'autres formes et types de boîtes. Comme la Poste a toujours eu pour vocation d'être partout, on a aussi eu des boîtes aux lettres pour des bureaux de poste mobiles, d'autres pour être accrochés à l'arrière des tramways, ou encore des boîtes aux lettres réservées à la poste aérienne. Mais peut-être avez-vous déjà croisé des boîtes plus originales encore. C'est possible,
car la boîte aux lettres, comme tous les autres objets postaux, sont parfois détournés par des artistes. Et surtout par les street artistes. Les boîtes aux lettres appartiennent à l'espace public, et comme les murs, les bouches d'incendie ou les lampadaires, elles sont souvent le support de nombreuses créations artistiques. Citons par exemple Christian Guémy, alias C215, qui est connu pour ses œuvres, notamment des portraits réalisés au pochoir que l'on peut admirer en nombre en France et à l'étranger. En 2011, le projet Paintball, balle comme boîte aux lettres, proposait à des artistes de tous les horizons de s'emparer de boîtes mises à disposition par la Poste et de les décorer à leur manière. Parmi les artistes qui ont participé à ce projet, citons Jeff Aerosol, ou Speedy Graffito, ou encore C215 et bien d'autres encore. Les réalisations ont ensuite été exposées au musée de la Poste, puis mises en vente aux enchères. Les fonds recueillis avaient deux destinations. La première visait à la restauration de la fresque peinte par Keith Haring sur un mur de l'hôpital Necker, à Paris. La seconde était destinée au musée en herbe de Paris, partenaire du projet pour lui permettre d'initier à l'art les enfants en situation de handicap ou défavorisés. Si vous venez au musée de la Poste, Magali ou moi-même, on vous montrera d'autres boîtes tout aussi originales, comme la boîte Lumière, toute pailletée de l'artiste Scal. Et si vous avez des envies d'évasion, vous pourrez voyager à travers le monde en admirant la belle collection de boîtes aux lettres étrangères. À bientôt!